Bonjour à tous, bienvenue dans cette table de discussion. Aujourd'hui, on va parler de positionnement. On se pose la question, la spécialisation, est-ce que c'est un positionnement qui est porteur ou restrictif, pardon? Donc, on va parler d'abord de positionnement. On va se poser la question, qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est important? On va explorer un peu les erreurs fréquentes, les bonnes pratiques, puis tranquillement, pas vite, ben, on va aller vers notre question sur la spécialisation. Puis je suis sûr que ça va vraiment intéresser nos panélistes aujourd'hui. Donc, on a la chance d'avoir en fait un super panel composé de Mathieu Laferrière, de Julie Savage-Fournier, de Ghislain Roy et de Julie Rochon. Donc, ça promet d'être super intéressant. Et donc, pour commencer ça, on va faire un petit tour de table pour permettre à chacun de se présenter. Donc, on va commencer, tiens, par Julie Rochon, que j'ai nommée la dernière. Vas-y donc, Julie. Bon, ben bonjour, moi c'est Julie Rochon. Je suis à mon compte depuis 2016 et puis j'accompagne majoritairement des travailleurs autonomes et des OBNL quand on parle de positionnement dans deux clientèles différentes au niveau des stratégies d'affaires, du positionnement et des communications numériques. Super, super intéressant. Donc, on pourrait dire spécialiste en positionnement. Tu fais du positionnement avec tes Oui. clients, super intéressant. On va poursuivre avec Ghislain Roy. Bonjour, Justin Roy. Je suis en affaires depuis l'âge de 17 ans. J'en ai 22. Et en fait, mon rôle, c'est conseiller d'affaires. Je suis un mentor à gage, mentor for hire. Et j'ai plusieurs entreprises et j'ai peut-être 26, 27 ans d'expertise dans le domaine de la stratégie de communication. Super, Voilà. excellent, excellent. Ben, merci beaucoup. Mathieu, vas-y donc. Oui, donc moi, j'ai un positionnement qui est public, qui est au niveau de LinkedIn. Donc, spécialiste LinkedIn depuis 2007. Quand je suis parti à mon compte, je tombe en amour avec la plateforme. Mais j'ai aussi un qui est caché pour différentes raisons. Mais c'est un peu comme une arme secrète dans certains projets où est-ce que c'est complexe. Alors, ça va être bon en tout cas, pas nécessairement bon, mais ça va être drôle de voir pourquoi j'en ai deux, pourquoi il y en a un qui est caché et tout ça. Là, je pense que ça peut peut-être aider les gens à trouver leur propre façon d'utiliser ça, dans le fond. Excellent, excellent, ça va être intéressant ça. Et Julie Savage-Fournier, de ton côté? Oui, moi, je suis en affaires depuis 2019, puis j'ai fait plein de tests sur mon positionnement. À la base, je suis ingénieure industrielle, je suis Lean Six Sigma Master Black Belt. Je suis aussi une personne neurodivergente, multipotentielle, qui s'ennuie à faire tout le temps les mêmes projets. Donc, j'ai eu besoin de trouver justement un positionnement qui va m'amener de la diversité. Puis présentement, je fais surtout de la formation et du coaching en amélioration continue avec des entreprises de services. Intéressant ça. Intéressant. Puis c'est vraiment le fun qu'on va parler de spécialisation parce que dans un cas comme le tien, puis je pense que Mathieu se retrouve aussi dans cette situation-là, des fois la spécialisation peut ne pas nous convenir, malgré que c'est souvent recommandé lorsqu'on parle de positionnement. Donc, positionnement, c'est souvent méconnu, hein, c'est mal compris, mais c'est assurément important. On a vu même dans l'histoire des exemples qui ont eu un impact. On a vu que le positionnement a eu un impact réel sur le succès de certaines entreprises. Le plus connu, c'est sans doute là, celui de la compagnie de location de voitures Avis, qui avait décidé de se positionner comme numéro 2 avec des slogans comme we try harder ou on n'a pas le choix d'être meilleur parce que justement, on est numéro 2. Et le simple fait de s'être positionné comme numéro 2 a eu vraiment un impact significatif sur la suite de leur parcours ou succès. Donc voilà, j'ai envie de vous poser la question pour commencer. C'est quoi le positionnement? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Souvent, on entend donc c'est donc important le positionnement, mais on se fait toute une idée de qu'est-ce que c'est. Puis en tout cas, si je me fie à
un post assez récent de Julie qui justement avait traité le sujet. On se trompe plus souvent qu'autrement. Donc, Julie, je vais te laisser la parole sur qu'est-ce que c'est que le positionnement. Oui, ben pour moi, le positionnement, quand je l'explique de façon vraiment ultra simplifiée, c'est choisir comment les gens vont te percevoir par rapport à ton expertise. Mais pour moi, le positionnement, c'est pas juste le positionnement d'affaires, c'est le positionnement aussi en tant qu'entrepreneur, le branding personnel. Il y a plein de choses, mais quand je travaille le positionnement avec mes clients, ça va beaucoup être comment est-ce qu'on peut aller se distinguer dans notre marché, puis faire en sorte que notre nom soit associé à quelque chose qu'on a décidé qu'on voulait mettre de l'avant. Donc, c'est pour ça que ça devient des fois un petit peu difficile quand on est multi-toutes ou qu'on a plusieurs champs d'intérêt, qu'est-ce qu'on va mettre de l'avant en premier, qu'est-ce qu'on peut ou qu'est-ce qu'on doit prioriser si c'est le cas, juste pour pas mélanger les futurs clients ou les gens qui nous réfèrent. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur ça? Ghislain, veux-tu y aller? Oui, j'hésite un petit peu parce que je suis comme d'accord avec Julie, mais je suis pas 100% d'accord avec elle. En fait, le positionnement puis le marketing, pour moi, ils sont pas du tout reliés. Le marketing on va servir du marketing pour communiquer le positionnement, mais il n'y a pas vraiment de lien entre les deux, dans le sens que c'est comme si euh, j'ai un auto, puis j'ai une route, puis je veux promouvoir la voiture, ben, je vais me servir de la route, right? Mais c'est un petit peu le même principe. Donc, c'est comme un outil. Le marketing, c'est l'outil, puis le positionnement, c'est en fait la clarté du service ou de l'offre de service. Mais quand tu positionnes ton offre de service de façon claire à ce que le client puisse savoir ce que tu offres puis comment tu l'offres. Pour moi, c'est ça le positionnement. Puis oui, dans le message, on peut changer les choses puis dire, bon, par exemple, le numéro 2, tu disais pour Avis, tu disais qu'ils sont positionnés comme numéro 2, mais en fait, ils ont utilisé le message du numéro 2 pour leur positionnement dans leur poste. Puis leur positionnement, en fait, c'est-à-dire qu'ils vont mettre beaucoup plus d'efforts que le numéro 1, puis qu'ils doivent se positionner dans cette situation-là. Pas tant le fait qu'ils sont numéro 2. Right? Fait que c'est pas le fait qu'ils sont numéro 2, leur positionnement, c'est le fait qu'ils doivent mettre un effort excédent. C'est ça le positionnement de Avis dans ça. C'est, selon moi, là, évidemment. Fait que c'est un petit peu ça, mon avis par rapport à ça. Il y a plein d'outils qu'on utilise. L'offre de service, évidemment, c'est le principal. Pas d'offre de service, t'as rien. Ton client sait pas ce que t'es, c'est pas ce que tu fais. Donc, ton positionnement, c'est qu'est-ce que tu mets de l'avant dans ton offre de service pour attirer le client. C'est un petit peu ça que je veux dire. OK. Donc, pour toi, le positionnement s'applique principalement à l'offre de service. Oui, en fait, OK. le positionnement, c'est l'offre de service. À la fin de la journée, la seule chose qui est importante pour une entreprise, c'est le service qu'il offre à sa clientèle. Parce que sans ce service-là, il n'y a rien. Donc, ton positionnement, c'est comment tu présentes ton offre de service ou qu'est-ce que tu mets en valeur dans ton offre de service. Vas-y donc, Mathieu. Je vais te dire que je suis d'accord avec ça, dans le sens que je suis capable de voir ce que ça veut dire, tout ça, mais il y a une image, moi, que j'ai eue sonore dès le début, quand tu as parlé de positionnement, c'est peut-être la fatigue qui permet ça, mais je me suis dit, le positionnement, c'est un peu comme une radio. Tu dis, je vais écouter de la musique, tu as peut-être le goût d'écouter du rock, tu as peut-être le goût d'écouter du classique. La première chose que tu vas faire, c'est que tu vas tourner pour avoir la bonne fréquence. Et un problème, c'est que tu peux pas écouter 3 postes de radio en même temps, ça fait juste gricher. Donc, il y a un besoin, puis la personne peut écouter lorsque le positionnement est dans la bonne fréquence pour y offrir la bonne chose. Si tu y offres du rock and roll puis il veut du classique, à moins que ce soit du Queen, là, qui réussit peut-être à mixer les deux pour une tourne, mais la majorité du temps, ça fonctionnera pas. Donc, il y a comme un mix entre ce que tu offres, mais aussi le fait que le message, la communication du message se fait, l'offre de service, etc., parce qu'il a ajusté, justement. Donc, je sais pas si ça fait du sens pour vous, là, mais... Je trouve que c'est une super belle façon de le voir. Puis je l'avais pas vu comme ça, mais c'est très bien. J'aime beaucoup ça. Pour moi, tu vois, où est-ce que j'amenais Julie dans la réflexion? Pour moi, le positionnement, c'est le genre. Ça veut dire que mon positionnement, c'est que je fais du R&B. Mon positionnement, c'est que je fais du classique. Donc, quand tu fais ta recherche,
tu vas chercher pour du R&B, puis ça, c'est mon positionnement. C'est là où est-ce que, mais j'adore comment tu amènes l'idée de dire, c'est le positionnement, c'est ce qui t'amène à trouver le bon spot, puis justement le genre. Puis, en fait, c'est que je vais reculer un petit peu sur ce que j'ai dit, puis je pense qu'une combinaison de ce que Julie puis toi vous venez de dire, ça arrive pas mal à ce que moi j'essaie de dire dans le milieu. Mais je pense que dans vos deux concepts, le concept qui est là. Mais, tu C'est sais, comme ça. je pense qu'il y a le fait que, en tout cas, comme solopreneur, on est indissociable de notre entreprise. Puis peut-être pour ça, moi aussi, que dans le positionnement, j'intègre tout ce qui est qui je suis pour offrir mon expertise. Fait que qui je suis, deviens une partie de mon positionnement. Mais effectivement, en entreprise où l'équipe est comme détachée du service, tu sais, c'est deux points de contact différents. Je trouve que les choses se font pas de la même façon, mais ouais, je suis d'accord avec vous deux. Mais c'est difficile de dissocier l'un de l'autre. Tu sais, on va parler souvent de positionnement de marque, on va positionner l'offre, on va positionner le message. Ça demeure des éléments qui sont quand même, qui influent l'un sur l'autre. Tu sais. Donc, moi, personnellement, j'ai de la misère à les dissocier complètement par rapport à ça, mais j'aime vos interventions, là. Julie, puis Mathieu, ton image est intéressante. Puis Ghislain qui se retrouve au milieu, c'est le fun. Toi, Julie Savage-Fournier, de ton côté? Ben, moi, ce que je me suis rendu compte avec le temps, c'est que le positionnement, c'est vraiment beaucoup plus complexe que ce que je pensais. Parce que j'ai pas changé d'offre de service en 4 ans, mais j'ai changé de positionnement plusieurs fois. Donc, c'est plus que l'offre de service. Puis, ma personnalité fait partie de mon positionnement, mais pas juste ma personnalité non plus. Puis, en fait, même une grosse entreprise va avoir une personnalité, donc c'est pas exclusif aux solopreneurs, là, la personnalité d'une marque. Puis, ce que je me suis rendu compte aussi, c'est on peut se positionner avec à peu près n'importe quel paramètre, puis on peut les choisir. Là, on n'est pas obligé de se confiner à un persona qui est des caractéristiques sociodémographiques un peu déconnectées. Moi, je me suis rendu compte que ce qui me différencie des autres, puis ce qui me différencie de mes concurrents, c'est ma façon de travailler, puis les valeurs que je véhicule dans la façon dont je travaille. Ça fait que c'est là-dessus que j'ai décidé de me positionner puis de communiquer. Puis tu sais, tantôt, je vous ai dit que je travaille avec des entreprises de services, mais je travaille aussi avec des entreprises manufacturières puis des administrations publiques, puis c'est je me positionne pas par domaine, c'est juste qu'il y a des gens, quand je leur parle de mes valeurs, ça résonne avec eux, puis ils ont le goût de travailler avec moi. Ça fait que moi, j'ai décidé que j'allais me positionner sur un ensemble de valeurs plutôt qu'un type de personne ou un domaine d'affaires. Puis ça donne que ben, ces temps-ci, c'est du monde dans les services avec qui ça résonne, mais ça pourrait résonner avec d'autres mondes aussi, là. Il y a Très justement eu un intéressant. projet. Ah, Vas-y, excuse-moi. Mathieu. Je vais Vas-y. juste dire, il y a justement eu un projet où est-ce que j'ai travaillé toute l'année dernière et il y avait une suite potentielle. J'avais proposé Julie. J'ai jamais travaillé avec Julie, mais j'étais capable de voir, de parce qu'elle publiait et tout ça, que ça aurait été une bonne ressource. Donc, son positionnement était clair. De par ses valeurs et ses contenus, j'étais capable d'avoir une idée de son expertise. Puis j'avais aucun problème pour la référer. Là, finalement, il y a eu l'économie qui a fait ça un peu, donc le projet a été mis sur la glace. Mais c'est fort, justement, quand on réussit. Tu sais, la notion de fréquence que je disais tantôt, moi, j'avais entendu m'emmener, c'est qu'il y a comme 26 boîtes qui existent et la personne, n'importe qui, va essayer de nous positionner dans une boîte. Et il y a comme un... Tu peux pas être comme dans 8 boîtes ou dans 3 boîtes. Pour un client, il faut que tu sois dans une boîte. Puis s'il t'a mis dans la mauvaise, t'es foutu. S'ils considèrent, moi, par exemple, quand les gens viennent me voir, des gens plus au niveau stratégique, puis qui me mettent dans la boîte médias sociaux, c'est impossible pour moi de me positionner correctement, là. Alors, je leur dis non, moi, c'est stratégique et LinkedIn, c'est juste la finalité.
faut que je tombe dans l'autre boîte, sinon incapable de faire un projet qui a de l'allure. Mais les gens se fient sur ce qu'ils entendent puis ce qu'ils voient aussi. Fait que ça, si Puis c'est ce pas qu'on donne. nommé de façon récurrente, les gens... Tu sais, moi, j'ai des gens avec qui j'ai travaillé il y a 7 ans qui me réfèrent pour des choses que je faisais il y a 7 ans. Puis je suis comme, je suis plus là. Oui, je suis dans le même domaine, mais je suis plus du tout à la même place. Le processus, il a changé, beaucoup plus en profondeur, beaucoup moins en surface, c'est comment être visible sur les réseaux sociaux. Tu sais, on va aller plus en termes de communication, mais c'est ça, sauf que ça reste en tête. Ben là, ça répond un peu à la question, est-ce que c'est restrictif? Quand le positionnement il est très, très fort puis très associé à ton nom, après, si tu pivotes ne serait-ce que de 1%, tu sais, ça change toute la donne, puis les gens continuent à penser à toi pour la chose pour laquelle ils t'ont connu puis qui ont réussi à t'associer, là. Donc, des fois, c'est bon, mais quand c'est trop, tu sais, c'est bien quand tu changes pas, mais quand tu changes puis que t'es trop associé à quelque chose puis que les gens sont pas capables de défaire le lien, là, ça peut devenir un peu problématique ou du moins, on a plus d'efforts à faire pour réaffirmer le nouveau positionnement, là. Fait que tu vois, Julie, quand tu parles, puis quand Julie parle, puis quand toi, tu parles, j'ai l'impression que vous parlez pas du même positionnement. Fait que dans le cas de Julie, pas de lunettes. C'est quoi ton nom de famille? Je suis désolé. Julie Savage-Fournier. Julie Fournier. Fournier, parfait. Dans le cas de Julie Fournier, elle parle du positionnement de son persona puis de ce qu'elle dégage. Elle n'a pas parlé de son offre de service tant que ça. Puis, tu sais, la question que j'avais demandé justement à Mathieu puis à Julie Fournier à ce sujet-là, c'était OK, mais que tu dégages ta sincérité puis ta réalité, etc. Est-ce que c'est ça ton positionnement? Parce qu'en fait, les gens achètent ta personnalité. Oui, ça, c'est au niveau des communications. Mais à la fin de la journée, c'est ton expertise dans quel domaine. Puis toi, tu ramènes justement à ça. C'est de dire, oui, moi, je suis positionné, on va dire, j'étais en marketing pendant 26 ans. Maintenant, je suis rendu conseiller d'affaires. Les gens me voient encore, en tout cas, dans mon cas, ils me voient dans plein de secteurs. Puis c'est on en parlera justement de ça. Mathieu, il va aimer ça. Mais, mais, tu vois, toi, quand tu parlais, tu disais, ben, si tu bifurques un peu, mais ils ont encore l'empreinte de l'original. Mais là, on parle de l'offre de service. On parle plus. Tu comprends? Puis c'est là que faut, faut décider, dans notre conversation d'aujourd'hui, décider de quel positionnement on parle. Parce que c'est pas du tout la même chose un positionnement au niveau du marketing, un positionnement au niveau de l'entreprise, comment l'entreprise va se positionner par rapport à son public. Puis l'entreprise, en passant, pour moi, un solopreneur, c'est une entreprise. Parce que une entreprise, c'est une entité à part entière qui doit se représenter à un public comme un solopreneur. C'est la même chose. Right? Comme j'ai toujours dit à mes entrepreneurs, vous êtes pas des patrons, vous travaillez pour l'entreprise. Tout le monde est un employé, incluant celui qui investi puis qui prend le risque. C'est un employé, il représente l'entreprise. C'est le même principe. Fait que là, pour moi, quand Julie, tu parles de dire justement là, l'emphase ou la façon qu'on se présente peut nous bloquer finalement, là, peut nous restreindre. Je suis 100% d'accord avec toi dans le positionnement de ton offre de service. Donc, comment tu te présentes, c'est comment les gens vont être, donc ton persona, amène les gens à vouloir savoir plus sur le service que tu offres, puis ils vont y croire plus parce que comment tu te présentes ou comment tu te positionnes au niveau de ton persona va transparaître sur les services que tu offres. Mais à la base, ton positionnement, c'est le message que tu envoies pour que les personnes regardent c'est quoi ton service de base. Ben, pour moi, le positionnement, il est dans une intersection de plusieurs choses. Parce que mon offre de service est en efficacité opérationnelle en amélioration continue. Puis là, il y a des intersections avec mes valeurs, il y a des intersections avec mes stratégies de prix, il y a des intersections avec la façon dont je travaille. Puis à chaque fois que je communique un message, je suis dans une intersection. Ça fait que là, je vais parler de l'intersection entre l'amélioration continue puis le développement durable. Parce que pour moi, avoir des processus efficaces, c'est une façon de gaspiller moins de ressources de la planète. Où je vais parler de l'intersection entre l'amélioration continue
puis la communication non violente. Parce que dans la gestion du changement, le fait de respecter les personnes puis d'avoir une façon structurée de s'assurer que tout le monde peut s'exprimer, mais c'est ça aussi qui me différencie d'un consultant veston-cravate sans âme qui arrive pour cruncher des chiffres. Puis je me positionne aussi sur un franc-parler. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte. Mais je suis Parce d'accord avec toi, mais je vois pas d'intersection, c'est la seule différence. Je vois un terme, un mot, right, qui est utilisé à plusieurs séances, mais à la fin de la journée, nous, on parle du positionnement de l'entreprise ou du personnage. Fait que je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. Fait que ce que tu me dis, c'est que le message que tu utilises pour attirer les gens vers ta position d'entreprise, right? Fait que ça peut être la compassion, ça peut être la logique, ça peut être plein de choses. Ça, c'est le message que tu utilises pour valider ton positionnement en tant qu'entreprise ou en tant que solopreneur. C'est un petit peu ça, je veux dire. ben, c'est qu'il y a 1000 autres entreprises qui ont la même offre de service que moi. Donc, je peux pas utiliser juste mon offre de service pour me positionner, dans le sens que si je fais juste parler d'une offre de service, là, je suis contre Raymond Chabot, puis Deloitte, puis, tu sais, c'est juste 100% pas d'accord avec toi. possible de me différencier, là. Je dis pas que l'offre de service, c'est le positionnement. Ce que je dis, c'est que le positionnement, c'est ce qui met de l'avant l'offre de service. Que l'objectif principal, c'est d'amener les gens à prendre ton service. Le positionnement, c'est comment tu te positionnes dans l'industrie. Mm. Et que je suis 100% d'accord avec toi. Tu pourrais pas juste dire, ah, je fais telle affaire. Ça, ça fonctionnerait pas. Je suis 100% d'accord avec toi. Mais ça, le reste, c'est des communications. Donc, le message, le positionnement, c'est comment tu te positionnes par rapport à ta clientèle. OK, là, on voit qu'il y a différents points de vue. On va pas s'ostiner pendant une heure Ah, à ça, c'est essayer une on éclaircit d'avoir plutôt raison pas. d'un côté ou de l'autre. À mon sens, le positionnement, c'est comment on se positionne pas face à une industrie, mais face à une clientèle spécifique et on se positionne dans leur esprit de la manière dont on veut être perçu. Puis dans toute perception, on peut l'influencer. Et à partir de là, il peut y avoir plusieurs paramètres. Clairement, l'offre de service en est un. Il peut y en avoir certainement d'autres. Julie Savage est arrivée avec les valeurs, c'est intéressant. Julie Rochon avec l'expertise. Mais je- ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a différentes façons d'interpréter hein, le positionnement définitivement. Toi, Mathieu, je sens que tu vas intervenir. Vas-y donc. Ben, c'est-à-dire que je suis pas un expert en positionnement, je suis un expert en étant capable de voir qu'il y a quelque chose qui marche pas dans un processus ou dans quelque chose qu'on veut mettre de l'avant dans un projet. Euh, Moi, dans ma tête, quand je parle de positionnement, je pense souvent à stratégie océan bleu, c'est-à-dire que tu essaies de voir c'est quoi les critères qui vont faire que des gens, des personas ou d'autres entreprises, peu importe le terme qu'on va utiliser, là, vont accepter. Et donc là, faut savoir où est-ce qu'on se situe, comment on se compare aux autres, c'est quoi les différenciateurs et tout ça. Par la suite, il Exactement. va y avoir le branding autour, etc. Mais puis peut-être que la valeur humaine, le côté justement que tu disais, c'est pas veston-cravate, Julie, c'était plus quelqu'un qui va avoir un franc-parler, tout ça. C'est peut-être justement un des critères que les gens vont acheter. Mais moi, dans la proposition de valeur, je vois toujours la courbe stratégie océan bleu qui a permis, par exemple, au Cirque du Soleil de se positionner dans le marché du divertissement, puis même sortir de ce qui était le cirque traditionnel pour être plus près de celui euh, des, euh, des cinémas et même l'opéra et tout ça, pour justement aller chercher un prix plus haut. Fait il y a le prix, il y a les caractéristiques qu'on donne, il y a les valeurs peut-être qu'on inclut là-dedans. Ça reste à voir, mais en tout cas, c'est comme ça que je le vois là, dans ma tête. Ouais, je trouve que c'est une très bonne explication, personnellement. J'adore ça. Valeur, expertise, la façon dont on se positionne au niveau de l'offre. On va se diriger vers la spécialisation. On entend souvent que, du moins, on voit la spécialisation comme un bénéfice au niveau du positionnement pour différentes raisons. On va l'explorer. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a certaines personnes, dont Mathieu et Julie, pour qui vous n'avez pas nécessairement
choisi cette spécialisation-là. Donc, je vous pose la question, dans quelle mesure la spécialisation, c'est un élément qui est important lorsqu'on veut se positionner, particulièrement lorsqu'on se lance? On va prendre cet angle-là parce que je pense qu'au fur et à mesure où on évolue comme entrepreneur, ça devient peut-être moins pertinent tu sais, on va voir des entreprises des fois qui vont élargir leur offre de service, mais souvent c'est parce qu'ils en viennent à avoir une position dominante. Donc, on va le prendre sous une perspective de lorsqu'on se lance. Est-ce que c'est d'abord important de se spécialiser? Et j'ai envie de vous demander aussi comment on le fait. Julie Rochon, je vois que tu t'es démutée, Oui, t'es prête en à plein milieu de ta répondre. phrase, là, j'étais prête. Oui. Non, mais je pense que quand tu démarres ton entreprise, si tu es trop niché dans ton expertise, à moins tu sais, qu'il y ait un bassin de clients, tu sais, ton marché, il est prêt à ça, puis t'arrives, puis t'es comme là, tu sais, alléluia, tu sais, t'arrives là, puis tout le monde se lance sur toi. Tu sais, moi, quand je parle à mes clients habituellement, je suis comme, vas-y un petit peu plus large, puis plus tu as de clients, plus tu es reconnu, plus, tu sais, moins tu as de misère à avoir des clients, de l'argent qui rentre, ben là, tu peux te permettre de rétrécir un peu, puis d'annoncer une plus grande spécialisation. Puis, tu sais, je donne, à l'époque, tu sais, je parlais de réseaux sociaux. Tu sais, moi, j'aurais pas pu dire juste LinkedIn, mettons, comme Mathieu. Moi, j'aurais trouvé que ça aurait été trop restrictif, mais en même temps, j'étais partout. Puis je connaissais toutes les plateformes, fait que ça faisait du sens pour moi de le faire. Mais après, j'ai redirigé vers Facebook, Instagram, LinkedIn. Puis là, bon, là, maintenant, j'en fais plus du tout, mais tu sais, là, ça aurait été probablement LinkedIn aussi parce que mes intérêts sont beaucoup plus là que sur n'importe quelle autre plateforme. Fait que la niche va aller en fonction du besoin, mais aussi en fonction de notre expertise parce qu'encore là, tu sais, moi, je suis d'accord avec Ghislain que ça revient à l'offre. Si ce que tu offres, c'est général, une approche globale, si tu es trop niché, je veux dire, ton client, il va pas trouver son compte là-dedans, là. En tout cas, c'est ma perception. C'est intéressant. C'est intéressant. Tu vois, c'est pas la vision que j'ai. Moi, souvent, j'ai l'impression que c'est mieux de se spécialiser, mais ça dépend dans quelle mesure. Mais À titre d'exemple, oh, vas-y donc. ouais, mais moi, je veux juste dire, moi, je me considère comme une généraliste spécialisée. Moi, je suis une généraliste, là, tu sais, j'ai un bac en com, là, il y a tout de quoi de plus général qu'un bac en com, là. Mais je me spécialise dans, tu sais, je travaille avec les gens, l'analyse, tu sais, le marché, les concurrents, tu sais, la clientèle cible, les offres de services, ben, les offres. Euh, mais j'ai aussi le côté communication, plan de com, stratégie de com. Donc, je suis spécialisée dans deux choses, mais je veux dire, avec mes clients, je parle de tout. Mais si j'annonçais à tout le monde, hey, je peux t'aider avec ta business en disant absolument rien d'autre, les gens, ils feraient juste passer leur chemin puis ils comprendraient pas qu'est-ce que je peux leur apporter, là. Il y a trois jours, j'ai fait un appel avec un entrepreneur qui avait une vision 360, mais tellement large que lorsque j'ai demandé qu'est-ce qu'il faisait, il me dit qu'il faisait du développement d'applications, l'optimisation d'interface UX, il faisait du montage vidéo, il faisait... À un moment donné, la liste était tellement longue parce qu'il voulait ratisser tellement large que je n'étais pas en mesure d'absolument rien retenir. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver dans tout ça. Vas-y donc, Ghislain, qui a levé la main très poliment. Ben, c'est pratique, ça, au moins, je devrais le faire plus souvent d'ailleurs. Fait que, je suis d'accord avec vous deux. Je pense, la raison qu'on a cette discussion-là, et qu'on n'a pas la même approche, c'est que je pense que c'est la partie la plus difficile pour un solopreneur ou même une entreprise en démarrage, c'est de comprendre ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont des offres de services beaucoup trop vastes. Puis je me demande, en fait, c'est quasiment une question que je vais vous poser, c'est y a-t-il idéalement d'une façon d'englober précisément les vastes choses qu'on fait? Parce que, tu sais, par exemple, toi, tu as dit, je suis une généraliste. Mais ça serait peut-être ça, la définition utilisée. Donc, tu serais généraliste en communication
Parce que souvent, c'est ça, je suis tout à fait d'accord, on en a trop. Moi, j'ai toujours été multitâche, puis il faut que je me positionne à un moment donné, parce que je fais trop de choses, puis je me le fais dire tout le temps. Oui, mais c'est quoi tu fais exactement, là? Parce que là, tu as fait ça la dernière fois, puis là, tu parlais de ça la dernière fois, puis là, tu fais ça. Puis j'essaie de me positionner dans mes communications comme une chose, puis après, j'offre le reste de mes services. Mais je pense que la spécialisation, c'est pas tant pour nous. Je pense que la spécialisation, c'est dans notre façon, finalement, de se faire voir pour que parce que les gens ont pas besoin de 18 affaires, ils comprennent rien. Ils ont déjà de la misère à comprendre une chose. Fait que, on leur en donner trois, ça commence à être trop pour eux autres. C'est chier pour le monde, là, mais c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, juste, par exemple, moi, j'ai pas besoin de nommer que je vais aider mes clients aussi avec la gestion de leur temps pour comment ils vont offrir leurs services, avoir des processus plus efficaces, donc pour être plus rentable. J'ai pas besoin de leur dire, ah, on va regarder, tu sais, je vais jaser de conciliation travail-famille avec mes clients, je vais jaser de plein d'affaires, mais c'est quoi le prétexte numéro un ou les deux, trois prétexte pour venir vers moi. Après ça, mon approche, ça va être globale parce que tout est dans tout. Donc, tout a un lien avec tout. Puis, moi, je me suis créé, j'ai un modèle d'affaires qui me permet d'être global dans mon approche, mais très spécifique sur les objectifs que je travaille avec mes clients. Donc, j'ai l'impression que ça revient un peu à avoir, moi j'appelle ça des fois des déclencheurs ou des triggers, puis il ne faut pas trop en avoir. Puis des déclencheurs, c'est seulement quelques éléments qui vont faire que lorsque les personnes vont entendre ces éléments-là, ils vont penser à nous. Et tu sais, lorsqu'on essaie de trop en avoir, ben ils vont jamais penser à nous. Donc, quand tu parles de deux, trois, c'est pas mal la limite, tu sais, t'es direct dans le Oui, sweet c'est spot, beaucoup. Julie. Ouais, Je mais voulais rajouter. Ouais, excuse-moi, vas-y. ah, mais il faut faire attention aux déclencheurs qu'on choisit parce que moi, en fait, c'est comme mon positionnement est devenu plus large que ça a commencé à bien marcher. Parce que je m'étais tellement bien positionnée en rapport avec le réseau de la santé que les gens pensaient que je travaillais pas en dehors du réseau de la santé, puis ils pensaient pas à moi pour quelque chose en dehors du réseau de la santé. C'est quand j'ai laissé tomber ce positionnement-là que ça a commencé à vraiment mieux aller, puis que j'ai commencé aussi à trouver la diversité de projets que je cherchais. Une autre chose que j'ai fait comme erreur dans mon positionnement au début, c'est j'ai fait une erreur d'expert. Puis la façon que j'explique ça, c'est que moi, j'étais un papillon, puis je parlais le papillon, mais je parlais à des chenilles pour les convaincre de devenir des papillons. Sauf que la perspective d'une chenille puis la perspective d'un papillon, c'est pas du tout la même. Ça fait que là, quand j'étais là avec mon vocabulaire de papillon puis que je parlais à une chenille, ils comprenaient pas ce que je disais. Ça fait qu'il a fallu vraiment que ma deuxième étape, ça a été de vulgariser mon expertise, mais de la vulgariser vraiment beaucoup, là, plus que ce que je pensais que je devais faire. Parce que pour moi, mon expertise est tellement acquise que j'étais comme, ben, tout le monde sait ça. Puis, en commençant à le vulgariser, mais je me suis rendu compte aussi de la valeur de mon expertise. Puis là, j'étais plus confiante à la présenter parce que ce que je prenais pour acquis, finalement, c'était c'était exceptionnel. Puis ça m'a vraiment énormément aidé, là. Ça fait que si quelqu'un commence, là, tu sais, essayez de vous rendre compte à quel point vous devez vulgariser, puis à quel point vous êtes bon dans votre domaine, puis dans votre expertise. Ça fait passer les messages tellement mieux après, là. J'ai l'impression Ça- on le perd de vue dans les réseaux sociaux. Je dis ça comme ça. Vas-y donc, Mathieu Laferrière. J'allais dire, ça me fait penser au niveau de conscience d'Eugène Schwartz, si je me souviens bien. Il y a comme 5 niveaux, tu 5 connais niveaux de pas, conscience. c'est ça. Tu connais pas, tu connais, mais tu connais pas la solution, etc. Dépendamment où est-ce que les gens sont, faut que tu adaptes ton discours. Et je vais juste faire le cheminement que moi j'ai eu lorsque je suis parti à mon compte. J'avais le volet de ce que je faisais en entreprise avant, donc de la gestion de projet, de l'amélioration continue, mais j'avais mes intérêts étaient beaucoup poussés vers le web 2.0, etc. Donc, c'était très flou au début et progressivement, les gens venaient à moi parce qu'ils disaient, Mathieu, il connaît tellement de choses différentes, il peut sûrement m'aider, je suis perdu.
Et là, il y a quelqu'un qui m'a dit, Mathieu, tu peux pas être, il y a la fameuse expression, là, Jack of all trades, mais souvent, on voit juste la moitié de la phrase. Donc, j'ai pas de traduction exacte, là, mais c'est mieux vaut être c'est quoi un joker? Aidez-moi, C'est là. Jack of all trades, master of none. En Ouais. anglais, l'expression But complète. it's better than master of one. C'est ça la phrase qui manque à la fin. Et on met souvent l'affaire que tu serais mieux de te spécialiser, mais des fois d'être généraliste, c'est bon. Tout ça pour dire qu'à un moment donné, j'étais frustré parce qu'il y avait des gens des amis qui allaient voir des concurrents pour LinkedIn. J'étais comme, pourquoi t'as pas pensé à moi? Puis là, c'est genre, tu fais ça. C'est là que j'ai réalisé que LinkedIn, je devais le mettre plus en avant. Je faisais médias sociaux, mais ma spécialité, c'était LinkedIn. Puis je l'ai gardé. Puis à un moment donné, j'étais frustré parce que là, il y avait des projets où est-ce que les gens étaient perdus puis je pouvais les aider. Mais ils pensaient plus à moi parce qu'ils disaient, ah non, toi, tu fais du LinkedIn. Fait que pour répondre à la question, la spécialisation, ça permet de la facilité, ça permet d'automatiser les choses, ça permet de plein de choses qui sont bénéfiques. Mais dépendamment du profil, ça peut être frustrant. Et moi, comment je l'ai départagé, je vais finir avec ça, c'est que publiquement, je vais parler de LinkedIn. Des fois, je vais parler d'autres choses autour, mais ça va être principalement ça. Pour le reste, ce que je vais dire, c'est pense à moi quand tu n'as aucune idée quoi faire. Quand tu es face à la complexité et que tu ne sais pas quoi faire, je suis probablement la meilleure personne pour t'aider à clarifier, à simplifier puis à amplifier. Mon positionnement, il est basé sur les forces que j'ai et non pas le résultat. Je ne sais pas ce que ça va être. Ça dépend de chaque projet. J'offre quand même un dessin pour dire ça va être 1, 2, 3, 4 parce que les gens n'aiment pas le flou. Mais une fois que c'est fait, après ça, je suis mon intuition, puis mon expertise, puis les résultats que j'obtiens. Juste avant d'aller à toi, Ghislain, qu'est-ce que tu entends par un 2, 3, 4? C'est-à-dire que j'ai vu avec le temps que si on ne propose pas un chemin aux gens, ils n'embarquent pas. À moins qu'il y ait une extrême confiance en nous, les gens sont comme, je ne sais pas dans quoi je m'embarque. Alors, c'est bon d'avoir un chemin, de dire, regarde, première chose, ça va être ça, on va faire ça, on va faire ça. D'autres, on le sait que ça va changer dans le temps. Mais la personne, elle a besoin de sentir qu'elle est sur un chemin qui existe. Moi, je Donc, sais que le chemin existe. 1, 2, Mais 3, je 4, sais c'est pas ça les va être étapes quoi. d'un parcours. C'est les étapes Exact. d'un parcours. OK. Ouais, ça l'aide D'accord. beaucoup. Je comprends. Ghislain, de ton côté? J'aime beaucoup ce que Mathieu apporte. Ce que j'allais dire, c'est par rapport à ça, c'est le problème avec le généraliste, c'est ta valeur. Fait que c'est le fun d'être un généraliste, mais très difficile de faire de l'argent en tant que généraliste parce que les gens ne perçoivent pas de valeur à un généraliste. Puis très souvent, l'expertise, c'est ce qui amène la valeur. Puis quand tu dis, par exemple, un exemple, je suis un programmeur PHP Laravel, right? Puis je suis super bon dans ce que je fais. Mais en fait, tu sais, je peux développer des millions d'applications. Mais le fait est que j'amène une valeur avec mon expertise. Puis après ça, je peux aller dire, mais avec cette expertise-là, voici tout ce que je peux faire pour vous. Mais si j'arrive en disant, je suis un développeur d'applications, ben ça, il y en a 100 000, puis les gens n'apportent pas autant de valeur parce qu'ils comprennent pas exactement c'est quoi ton expertise. C'est très dur après ça de dire. Le problème d'être généraliste, c'est ça. Mais quand, c'est pour, tu sais, on parlait de spécialiser, c'est ce que j'aime quand on se spécialise dans notre positionnement, c'est que ça amène l'attention sur quelque chose qui nous permet par la suite d'offrir le reste de nos services. Ça, c'est un point intéressant là, que Ghislain et Mathieu, vous venez d'amener. Moi, j'appelle ça souvent la porte d'entrée. J'ai utilisé souvent cette porte-là. Ma porte d'entrée, c'était LinkedIn, qui me menait ensuite à faire du coaching au niveau de l'offre, positionnement, parce que sans ça, tu as beau apporter de la visibilité, tu n'en as pas de résultat. T'sais. Fait que c'était la porte d'entrée, c'était LinkedIn. Je donnais aux clients ce qu'ils voulaient, puis ensuite, j'adressais ce qu'ils avaient réellement besoin. Donc, c'est ce que j'appelle la porte d'entrée. Est-ce que c'est, toi, de ton côté, Julie, est-ce que c'est quelque chose que tu utilises? Est-ce que c'est, ou globalement, Julie Rochon, là, je pense que ça fait un petit bout que tu n'as pas pris la parole. De ton côté, c'est-tu un concept qui te parle, ça, là, ou que tu Oui, traites ben avec moi, tes clients? je parle souvent avec mes clients de besoins perçus versus besoins réels. Puis je trouve que ça se ramène au positionnement parce que moi, tu sais, je veux me positionner avec le positionnement, mais les gens comprennent pas ce que ça implique. Puis c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent avoir plus de clients,
ils veulent avoir plus d'argent, mais moi, je veux pas me positionner là-dessus parce que je peux pas leur promettre que, tu sais, je peux pas leur promettre 100 000 par année, je peux pas leur promettre 10 000 abonnés sur les réseaux sociaux, je peux pas leur promettre là, le succès, l'argent qui pleut, puis, tu sais, faire de l'argent dormant parce que tout ce qu'on va travailler, ça dépend de ce qu'ils vont faire avec. Tu sais, je suis en mode conseil, donc j'ai pas... Mais par contre, le besoin, moi, quand on arrive vers moi et dit hey, je veux être plus visible, puis que là, je me mets à poser des questions, puis je suis comme OK, la personne, elle sait pas, c'est pas clair ce qu'elle offre, puis elle sait pas à qui elle s'adresse, tu sais, elle s'adresse aux êtres humains, là, c'est un brin général, tu sais. Puis c'est quoi ton marché? Sauf que c'est pas sexy faire ça, là. Les gens sont comme mais moi, je l'ai fait, mon positionnement. J'ai écrit dans ma bio que j'aide les travailleurs autonomes qui offrent des services, mais OK, mais qu'est-ce que tu as réfléchi par rapport à ça? Ben, c'est ce que j'aime, là. OK. Tu sais, fait que les gens, moi, quand je leur dis, avant de travailler ta visibilité, il y a tout un chemin à faire. Je suis comme Mathieu aussi, là, tu sais, puis de plus en plus, j'essaie de l'expliquer que plus on travaille en profondeur le chemin, ben plus les actions rendues au moment de travailler la visibilité, mais plus ça va être efficace. Mais il faut que tu saches où tu t'en vas, à qui tu t'adresses. Mais souvent, il y a un problème. Puis là, je dis oui, parfait, on va travailler ta visibilité. Mais moi, je sais que dans le processus, watch me, hein, c'est pas par là qu'on va commencer. Je les amène ailleurs, mais j'ai pas le choix d'accepter leurs besoins parce que les autres, ils croient dur comme fer que c'est ça qu'ils ont à faire en premier. Puis moi, je sais que c'est pas ça. Mais est-ce que je vais me battre? Non, j'ai juste trouvé avec les années d'autres façons de les amener à voir l'importance de travailler tout ce qui est en amont de OK, je veux publier puis avoir des clients grâce aux réseaux sociaux, là. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on a peu adressé, mais qui est un peu sous-jacent à la spécialisation, puis c'est le message. Souvent, la spécialisation va nous aider à clarifier le message, à le simplifier, à le rendre limpide, puis ultimement à se faire comprendre de notre audience. Dans quelle mesure c'est le cas? Dans quelle mesure, par exemple, Mathieu ou Julie, là, Julie Savage, ça fait un petit bout, je pense que tu n'as pas parlé. Dans quelle mesure le fait de clarifier votre positionnement ou vous autres, vous avez des positionnements un peu plus dans différentes directions, dans quelle mesure ça vous aide ou ça peut vous nuire en termes de message? Ben déjà, je pense que être un généraliste, c'est une spécialisation, là, dans le sens que euh, les, les médecins de famille, là, tout le monde sait c'est quoi, puis tout le monde en veut un, là. C'est parce que le médecin de famille, il te comprend au complet. Puis c'est une spécialité être médecin de famille. Puis moi, des fois, je me présente comme une ingénieure de famille parce que ma spécialité en ingénierie, le génie industriel, c'est la compréhension d'une entreprise au complet. Puis c'est de t'orienter vers le bon spécialiste après si tu as des besoins plus poussés en ingénierie. Mais donc, être généraliste, ça fait partie d'un positionnement de spécialisation. Moi, ma force, là, c'est de diagnostiquer ton système puis de te dire de quoi tu as besoin. Ça fait, viens me voir en premier, puis après ça, tu vas pas perdre ton argent à avoir plein de spécialistes qui font quelque chose que tu n'as pas besoin. Puis ça peut être très clair comme positionnement, puis ça peut être très porteur aussi, là. Mais si tu me permets, je suis d'accord avec toi, mais c'est une spécialité, dans le sens que, oui, tu es un généraliste parce que tu vois l'ensemble des choses, mais t'es pas toi qui fais chaque petite chose. Puis souvent, le généraliste, il est perçu comme étant celui qui fait chaque petite chose. Tu sais? Toi, tu présentes, tu te spécialises dans un regard global, mais tu te spécialises là-dedans, right? Puis après ça, comme tu dis, tu réfères les spécialistes à chacun, mais mais c'est ça, puis très souvent, c'est la même chose pour un médecin, comme tu dis, un médecin généraliste, un médecin de famille.
sais, il te connaît bien, il sait les grandes choses, mais bon, pour les prescriptions, il appelle le pharmacien, c'est lui qui connaît vraiment les prescriptions, puis pour une chirurgie, il va aller chercher un chirurgien. Puis sans être méchant, on parlait tout à l'heure de valeur d'un généraliste, mais un chirurgien, c'est drôlement plus payé qu'un médecin de famille. Mais le médecin de famille, il va répondre à 80% de ce que tu as besoin, pareil. Puis tu vas le voir plus souvent. Peut-être qu'il va être payé moins cher à chaque fois que tu le vois, mais tu vas le voir plus souvent. Puis Ouais. tu vas développer une relation avec. Moi, je suis pas partie en affaires pour devenir millionnaire, là. Je suis partie en affaires pour faire une différence, puis ça me convient, justement, tu sais, de pas être la chirurgienne qui charge Mais, mais un t'es pas une montant de $. généraliste. C'est dans le sens de tout faire dans ton domaine. T'es pas une généraliste. T'es spécialisé dans l'analyse globale de l'entreprise. C'est là que je diffère entre les deux. Ouais. Moi, Vas-y, Mathieu. un petit point, je vais rajouter, ben, 2 points en fait. Euh, j'ai, je suis multipotentiel, ce qui fait que je suis généraliste, mais dans tous les sujets, là, je le dis avec beaucoup d'humilité, là, mais dans tous les sujets que j'ai creusés, je suis souvent meilleur que la moyenne aussi. Parce que mes capacités d'écoute puis de bien comprendre les besoins de l'autre m'ont toujours avantagé par rapport à d'autres qui connaissaient, mais qui avaient plus de la misère dans l'exécution, peut-être. Fait que je vais juste mentionner ça. On peut être un peu les deux, tout en sachant qu'on ne se rend pas à 100% de spécialisation, on se rend peut-être à 80%. Et ça peut être intéressant dans un projet parce qu'on a justement 2, 3 spécialités. L'autre histoire que je voulais raconter, c'était un réseau, je n'aimerais pas le nom, là, parce que je ne veux pas donner de mauvaise presse, mais un réseau, on est plusieurs autour d'une table, puis la thématique de l'exercice, c'est OK, vous avez 1 000 $, vous avez des clients devant vous qui ont 1 000 $, qu'est-ce que vous faites? La première partie, ben moi, je suis couturière, fait que je pourrais leur faire des vêtements. La deuxième partie, ben moi, je fais des inspections, fait que je pourrais inspecter leur maison. Puis là, ils font tout ça tour à tour, puis ils arrivent à moi. Puis je suis comme, ben moi, je m'assoirais, puis je regarderais c'est quoi leurs besoins actuels les plus pressants. Puis peut-être qu'après ça, je vais vous référer, mais quand on parle de spécialité, des fois, c'est que les gens voient chaque client comme un signe de pièce potentiel, puis j'ai un petit peu de misère avec ça. C'est pour ça que je trouve ça intéressant d'avoir le côté plus généraliste, là. Ah Julie, oui, tu mon voudrais... Dieu. Peux-tu rebondir là-dessus? Vas-y, vas-y. Parce que, tu sais, moi aussi, là, tu sais, j'accompagne de façon globale. J'ai une vision, tu sais, de chaque élément. Puis moi, je sais que, tu sais, je vais dire à quelqu'un, tu sais, va pas faire ton site web tout de suite, là. Je pense avant de commencer à écrire des textes, puis tout ça, tu sais, viens réfléchir. Bon, moi, je me vois un peu comme Julie, tu sais, tu viens au début, avant tout le reste, puis après, tu vas être dirigé aux bons endroits. Mais tu sais, je vois beaucoup de gens qui font justement, je vais dire n'importe quoi, là, tu sais, des sites web, du graphisme et tout. Puis qui voient certaines incohérences ou qui les voient peut-être pas, là, mais quand ils les voient, ils se disent, ben pourquoi je dirais à la personne d'aller se faire conseiller pour son entreprise, je vais perdre le mandat pour lequel la personne est venue vers moi. Tu sais, donc moi ça c'est quelque chose que je vois beaucoup. Puis peut-être parce que je suis comme au début de la chaîne aussi, fait que je trouve ça bien frustrant parce que je suis comme hey, je suis là, viens faire les pas dans le bon, tu sais, dans le bon ordre. Mais je vois beaucoup de gens qui acceptent des clients en sachant que c'est peut-être pas l'étape où ils sont réellement rendus. Puis ça peut jouer aussi sur la perception qu'on se fait de ces professionnels-là parce que ça joue sur le résultat. Exemple, un site web qui est pas du tout adapté, des textes que, tu sais, c'est zéro clair, on comprend rien. Fait que, tu sais, il y a cette réflexion-là que le professionnel doit se demander, est-ce que je suis la bonne personne pour t'aider ou si je veux juste faire de l'argent puis ah ouais, viens-t'en, j'accepte le mandat, peu importe, tu sais. En tout cas. Si tu me permets, David, pour gérer, c'est tellement vrai ce que tu dis. Je pense qu'en tant que conseiller, consultant, on vit tout ça, right? La majorité d'entre nous, je crois, avons développé plusieurs expertises avec notre expérience, puis maintenant, ça nous permet d'avoir une vision globale. Moi, j'ai eu plusieurs entreprises, puis, tu sais, j'ai fait du graphisme, tu sais, j'ai commencé à la base. Puis quand j'achète une entreprise ou que je rouvre une entreprise, je commence toujours dans le shop, même si c'est moi, mon entreprise, parce que je veux comprendre. Je veux pas qu'un employé vienne me voir et qu'il me dise ça se fait pas ou tu sais, je veux savoir.
Puis ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que souvent, dans les entrepreneurs que je conseille, je me fais dire, ben oui, je le sais, je l'ai déjà fait, ça. Puis là, tu sais, je regarde le résultat, puis je dis, mais tu l'as clairement pas fait, là. Oh, oui, je connais ça, j'ai fait ça. Mais non, tu l'as pas fait. Ça, j'adore ça. Ça, c'est comme le 17 mois. Tu sais, tu renvoies ton directeur du marketing, puis les résultats viennent 17 mois après. On le sait, c'est entre 12 et 17 mois pour une stratégie complète de mise en marché. Fait que là, le nouveau directeur de marketing bénéficie des résultats du premier directeur du marketing. Là, j'adore ça. C'est très drôle. Mais je pense que c'est ça notre talon à nous autres, là, c'est de dire, ben, on l'a fait, là. On s'est mouillé, on s'est fait mal, on s'est enfargé. Ça nous permet de mieux vous conseiller. Garde ta pensée 2 petites minutes, Mathieu. Je veux juste dire quelque chose d'intéressant, je trouve, qui émane, là. Est-ce qu'on manque de première ligne? Tu sais, souvent, on va parler de spécialisation. On va dire, ah, OK, spécialisez-vous, mais en réalité, ce qui ressort, là, c'est que la généralisation, c'est une spécialisation et c'est la première ligne. Parce que souvent, on l'observe, les spécialistes vont avoir une vision tunnel. Tu parles à quelqu'un qui fait des funnels de vente, qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que tu penses qu'il va te dire? J'ai besoin d'un funnel de vente. Tu parles à quelqu'un qui fait des sites web. Moi, j'ai vu un cas récent d'une personne qui avait besoin d'un courriel professionnel, puis elle a fini avec une offre de site web. Pourquoi? Parce qu'elle a demandé conseil, demande, devinez à qui? Ben, à quelqu'un qui faisait des sites web. Fait que c'est à se demander si justement, il nous manquerait pas une première ligne avec un rôle de spécialité plus avec une vision globale, chargée de projet pour orienter dans les bonnes directions. Ben, c'est ça qu'on est, dans le fond. On est là pour orienter les gens, mais les gens, ils se disent, pourquoi j'irais dépenser de l'argent pour aller me faire conseiller de façon globale pour après ça, quand même, avoir à aller payer pour mon branding, payer pour mon site web, payer pour mes textes, payer pour tel autre spécialiste. Mais en même temps, comme Julie le nommait tantôt, le but de faire ça, c'est d'être plus efficace dans tes actions, puis au lieu de te lancer partout, puis de dépenser partout 400 000 coaching, puis 300 000 formations préenregistrées, ben là, je parle pour les solopreneurs, tu sais, au moins, tu as un plan d'action à, à mettre en œuvre plutôt que de t'en aller partout. Mais encore là, je trouve que c'est différent pour les gens qui débutent. Ils ont des choses à vivre, ils ont des choses à comprendre. Faut qu'ils se plantent, faut qu'ils, tu sais, ils vont en faire des dépenses puis des essais-erreurs. Mais je trouve que rendu, tu sais, moi, je travaille beaucoup avec des gens plus en euh, solopreneurs en termes de sont à l'étape de la consolidation ou de la croissance. Puis ils ont fait ces erreurs-là. Fait qu'ils sont plus à même, moi, dans mon positionnement, me positionner avec consolidation et croissance m'apporte des gens qui comprennent la valeur de ce que j'ai à offrir, comparativement à quelqu'un qui débute, qui veut vite des réponses parce qu'il veut faire de l'argent, puis tu sais, il veut lâcher sa job ou peu importe, là. Donc, il y a ça aussi qui joue dans le positionnement, plus la portion conseil versus faire. Moi, ce que j'entends beaucoup, les gens veulent être dans le conseil, ils veulent faire du coaching, ils veulent donner des conseils, mais ils veulent plus faire. Puis là, la situation actuelle fait en sorte que beaucoup sont obligés, ouais, OK, ben là, j'ai plus de clients, fait que j'ai pas le choix de recommencer à offrir, de faire des choses pour mes clients, puis pouf, tout d'un coup, les choses reprennent. Fait que le besoin versus l'offre, tu sais, il y a ça aussi à constamment s'adapter, là. C'est de l'adaptation tout le temps, tout le temps. Un positionnement, c'est jamais béton, puis c'est jamais terminé, selon moi, là. Je vais laisser la parole à Mathieu, mais je vais rebondir après, Julie, sur cette idée-là, parce que ça fait partie des sujets que je veux qu'on parle au niveau de la flexibilité, puis être en mesure de même se repositionner aux besoins. Vas-y donc, Mathieu. Vous me faites travailler, le retenir quelque chose aussi longtemps. Mais ce que ça n'a plus trop rapport, mais c'était de dire, plus qu'on est spécialisé, plus que c'est facile de référer quelqu'un. Donc, au passage, je voulais juste mentionner ça. Un des avantages d'être spécialisé, c'est le fait qu'on peut obtenir des clients de par notre réseau parce que c'est clair. Puis c'est la même chose pour ceux qui cherchent un emploi. Il y en a qui, ben, qu'est-ce que tu veux faire? Ah, je peux faire ça, ou je peux faire ça. La petite, la grosse entreprise, ah, n'importe laquelle. Bon, OK, bye, tu sais, je veux dire, je sais pas quoi faire avec toi. Tu peux être toute. Fait que je peux pas t'aider. Mais si tu me dis, hey, je peux être ceci, ah, c'est beau, je pense à toi. Donc, petit mot au passage. Ça revient à la différence entre
être, mettons, chargé de projet et exécuter tous les rôles. Si on est seulement chargé de projet, on est complémentaire à tous les personnes qu'on va être en mesure de référer. Et de l'autre côté, ces personnes-là vont être en mesure de nous référer nous-mêmes. Mais du moment qu'on fait tout, qu'on fait l'exécution, là, on se retrouve à se positionner comme concurrent d'un peu tout le monde. Là, ça devient difficile de collaborer. Ouais. Vraiment, Puis vas-y. David, c'est un bon point ce que tu amènes. Puis des fois, il faut se voir comme une agence puis une entreprise. Tu sais, on parlait des solopreneurs, mais il faudrait idéalement qu'il y ait une vision d'entreprise au niveau de la structure. Donc, on va prendre une boîte de communication, par exemple. Tu as un directeur de création, tu as un directeur artistique, tu as un graphiste, tu as un développeur web. Puis des fois, on veut être tout ça. Mais si on réfléchissait en tant que solopreneur, de dire, OK, je devrais faire partie d'une structure, puis les autres, ben, ce sera des sous-contractants ou des contractants mutuels, puis on travaille sur un projet ensemble, puis on propose quelque chose aux clients. Mais en fait, comme Julie disait, on leur économise énormément d'argent quand on fait ça. Ils pensent qu'ils payent plus sur le coût, mais à long terme, ils sauvent des dizaines de milliers de dollars de refaire des sites. Combien de personnes ici ont vu des sites web se rendre à 50 000 dollars puis toujours pas être fini, là? Je veux dire, c'est fou, là. Ça finit plus. Puis je le dis tout le temps. Ce que tu mets pas en argent, tu vas le mettre en heure. Puis ce que tu mets pas en heure, tu vas le mettre en argent. À la fin de la journée, ça Ou va en être frustration. exact. Mais dans le positionnement, c'est vraiment important de pas partir de ce qu'on aime faire, mais de partir du besoin des clients. Parce que en tant que solopreneur, là, les gens qui sont hyper spécialisés puis qui font juste une chose, là, en réalité, ils sont pas solopreneurs, c'est des employés temporaires, là. C'est des gens qui veulent se faire engager pour faire du graphisme pendant 6 mois pour telle compagnie ou parce que moi, en tant que solopreneur, là, je suis tannée de chercher des gens qui sont jamais capables de faire au complet ce que j'ai besoin. Ça fait que s'il y a des solopreneurs qui aiment faire vraiment une chose particulière, je vous dirais, allez vous chercher d'autres amis solopreneurs qui vous complètent, puis attendez-vous pas à ce que votre client soit le chargé de projet, parce que moi, quand je délègue, là, je veux sauver du temps. Je veux pas te gérer. Puis c'est ça que je me ramasse à faire la plupart du temps. Puis en plus, mon expertise, c'est l'efficacité, là. Ça fait que si tu travailles avec moi, puis t'es pas efficace, puis t'es pas capable de te gérer toi-même, là, euh, ça va me prendre moins de temps de le faire moi-même, puis c'est la dernière fois qu'on travaille ensemble, là. Puis ça, c'est une réalité, là. Si t'aimes vraiment faire juste une petite affaire très spécialisée, vise des grosses entreprises, puis vise des contrats à long terme. Mais si tu veux aider des petites entreprises ou des solopreneurs, ça te prend une polyvalence. Pas forcément d'être généraliste puis d'être bon dans tout, mais ça prend une polyvalence, puis ça prend d'être bon dans plusieurs aspects de ton domaine d'affaires, là. Un bon point. C'est la différence entre absolument un entrepreneur et un pigiste, là. Oui, c'est ça que j'allais dire. Exact. C'est ça, parce que le pigiste, moi, j'avais mes services de solopreneur, puis en même temps, j'avais une portion à mes débuts où je faisais de la pige pour des agences. Ben oui, je pouvais concilier les deux, mais le but, c'était le temps que, l'objectif, c'était que mes services me ramènent 100% de mes revenus. Mais oui, il y a des gens qui sont pigistes que, je veux dire, tout ce qu'ils veulent, ils veulent trouver des contrats, puis c'est correct, mais tu sais, c'est comme pas le même modèle, c'est pas la même implication non plus, là, au niveau de... Je pense que c'est comme une entreprise quand même, mais c'est ça, tout est Ouais. différent dans le Mais quotidien. au niveau strict du terme, c'est Ouais. une entreprise, mais tu sais, faut le dire, là, c'est pas tout le monde est fait pour. Tu sais, ça prend une couple d'années de manger des croûtes pour comprendre que tu n'es peut-être pas un entrepreneur, là. Mais juste être capable de faire cette différence-là au début, ça peut prendre du temps à beaucoup de gens. Puis il faut être capable de s'en rendre compte puis de l'assumer aussi. Il y a des gens qui sont pigistes, qui veulent des contrats temporaires puis qui veulent être gérés. Puis il y a des gens qui se gèrent tout seuls. Mais si tu te gères pas tout seul,
t'es pigiste, là. T'es pas entrepreneur. Je pense que ça dépend du besoin. Si c'est un besoin qui, tu sais, si besoin, c'est d'avoir une stratégie de marketing, puis tu arrives avec une stratégie qui est limitée à LinkedIn, sans avoir de collaborateurs pour apporter, répondre aux besoins complets, ça devient problématique. Fait que, tu sais, je pense que au niveau de la spécialisation, ça dépend vraiment du besoin à laquelle on répond, puis comment il se situe dans la situation globale du client. Puis en fonction de ça, ben, il peut y avoir effectivement un besoin de collaboration, d'avoir un chargé de projet qui va tout chapeauter. Mais je trouve ça bien intéressant. C'est dans le cas j'ai une amie d'enfance qui est structurée exactement comme ça. Elle est chargée de projet. C'est elle qui s'occupe d'aller soumissionner pour des sites web. Puis lorsqu'elle est dans son processus de soumission, ben, elle va chercher les prix de chacune des personnes, des pigistes dans ce cas-là, dans son équipe. Elle soumet le projet comme étant une entité au client. Et donc, elle s'occupe de faire la charge de projet ensuite avec tous les collaborateurs. Ça implique évidemment de développer des liens de confiance avec ces gens-là. Mais si chacune des personnes tentait de soumissionner une partie de projet au client et que le client devrait tout gérer, c'est infernal. C'est sûr que ça ne fonctionnera jamais. Et puis, Donc, tu sais, je pense que les besoins, tu sais, là, je pense à mes solopreneurs. Tu sais, ils sont à moi. Je pense aux solopreneurs. Ça le dit. C'est les miens, hein? T'es d'accord, Ghislain? Non, mais tu sais, ils ont des besoins plus spécifiques parce qu'ils ont des budgets plus restreints. Donc, tu sais, une entreprise va être capable de se dire, parfait, moi, je vais engager un chargé de projet web ou un chargé de communication qui va nous faire la stratégie, qui va nous faire des recommandations, puis après ça, va être capable de trouver, si c'est pas lui qui le fait, tout le monde qui vient avec. Mais tu sais, des solopreneurs que je connais, puis tu sais, ça fait 7 ans là, que je suis là-dedans à temps plein. Ah, mon Dieu, excusez mon chien, j'appelle. Mais tu sais, ça devient difficile de les aider. En tout cas, j'ai perdu mon fil à cause de mon chien. Je vais aller la sortir de la chambre. ben, je pense Mais que ce que tu voulais dire. Oh, vas-y, mais je sais. ça revient au positionnement, en fait. J'aime ce qu'on dit parce ça ramène tout au positionnement. Tu sais, combien de personnes, on reste toujours dans le domaine du marketing parce que c'est souvent important, mais dans n'importe quel domaine, c'est souvent ça le problème, c'est comment la personne se positionne. Tu sais, tout à l'heure, tu parlais de funnel ou les gens de web, par exemple. Right? Les gens de marketing web qui disent, moi, je fais du marketing. Mais puis qui exclut complètement tous les médias traditionnels, qui sont encore très efficaces là, dans une stratégie 360. Mais c'est le même principe. Nous, quelqu'un qui se positionne, exemple avec Julie, qui va se positionner de façon mâle ou générique, mais qu'en fait sont spécialisés dans un des domaines qu'elle a le besoin, mais de la façon qu'il se positionne, il se positionne comme globalement dans cette expertise-là, disons la comptabilité. Tu sais, la personne fait des fichiers Excel, puis elle termine, comment dit ça, elle ferme les années, disons, par exemple, right? Mais elle se positionne comme technicienne comptable globale. Mais quand tu arrives, tu la mets dans l'action, puis qu'elle a une expertise, puis c'est vraiment là, mais là, elle performe pas comme tu veux, puis tu viens de perdre de l'argent puis du temps. Hein. Fait que le positionnement du début qu'on parlait, tu sais, il vient à ça aussi. Fait que c'est important dans ta spécialisation que ton positionnement, tu le démontres. Mais tu sais, en termes d'erreur de positionnement, là, moi, j'ai fait affaire avec une agence pour mon site web. Puis, ils m'ont parlé d'un site web clé en main. Là, c'est comme, OK, c'est bon, j'accepte la soumission, puis tout ça. Puis là, ils me disent, ah, on fait pas les textes. J'ai fait, comment ça, tu fais pas les textes? C'est pas un site web clé en main si tu fais pas les textes. Puis là, j'ai dû aller chercher une rédactrice pour faire les textes. Puis là, ils m'ont dit, ah, puis faut que tu trouves les images. Ça fait que là, je suis allée chercher quelqu'un pour trouver les images. Là, j'étais comme, il est rendu où le clé en main, là? Et moi, je sais pas les clés, là. Ils ont installé WordPress, puis ils ont attendu que tu fasses le reste.
C'est ça, ils ont installé un thème, puis il a fallu que tu files tout ce que tu avais besoin. Mais tu sais, Mais c'est un excellent exemple. Vas-y, pour Julie. avoir travaillé en agence avant de partir à mon compte, mais tu sais, c'est ça. Si l'équipe est pas assez grande puis qu'il n'y a pas assez de spécialistes à l'intérieur de l'agence, le clé en main voudra pas dire la même chose d'une place à une autre. Puis pourquoi il y a des agences qui prennent des gros mandats, mais qui n'ont pas du tout l'expertise à l'interne, puis qui vont se fier sur tous les pigistes qui vont être capables d'engager pour, après ça, aller chercher le cash pour des gros mandats. Tu sais, ça, on en voit, mais à plus petite échelle, comment nous, on peut faire ça? Que, tu sais, je fais avec les solopreneurs, mais tu sais, un solopreneur qui fait des sites web, va beaucoup plus souvent rester dans son expertise. Puis ce que je vois beaucoup, c'est deviendra pas le chargé de projet, va juste dire ben je connais une rédactrice, je connais une photographe, fait que tu sais, vas-y. Mais effectivement, il y en a qui sont à l'aise de se promener comme ça, tu sais, puis qui savent à peu près ce qu'ils veulent, puis c'est plus facile de faire les demandes. Mais il y a d'autres personnes qui ont besoin d'être tenues par la main pour toutes ces étapes-là, mais ça rentre dans, il est où notre niveau d'implication aussi avec nos clients en fonction de notre positionnement. Tu sais, est-ce que je fais les choses pour toi? Est-ce que je te conseille seulement? Est-ce que je conseille et je fais les choses avec toi ou pour toi? Tu sais, c'est de la formation. Je veux dire, il y a autant de bonnes réponses, mais c'est en ce sens-là que, tu sais, Julie, tu disais au début, ben moi, j'ai mon positionnement, les gens ont besoin X, après, ils vont me choisir pour qui je suis, puis il y a le fit aussi, là, le fit dans le faire, mais dans l'être aussi, là, qui joue sur la. Ben, ça, c'est des tactiques plus pour attirer les clients, mais tu sais, ça joue dans la balance, là. Mais ça, c'est un point important d'avoir un positionnement honnête parce que si tu te positionnes sur quelque chose puis que tu le livres pas, c'est pire que de pas t'être positionné. Puis, tu sais, s'il y a des solopreneurs qui s'intéressent à ça, là, si vous faites pas tout puis que vous le faites pas le clé en main, mais arrangez-vous pour avoir un document super clair pour vos clients qui dit qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites pas, puis des suggestions de qui aller voir pour les parties que vous faites pas. Parce que ça va donner de la valeur à votre client dès le départ, juste de savoir, OK, il va falloir que je trouve telle chose, telle chose, telle chose. Puis là, j'ai comme 3 noms de personnes que cette personne-là connaît. Ça fait que probablement qu'ils vont bien travailler ensemble. Ça fait que, tu sais, quand tu fais le choix de pas tout faire, ou quand tu sais que t'es pas capable de tout faire, mais juste le fait d'orienter ton client vers les bonnes personnes, ça va aider ton positionnement plutôt que d'essayer de faire croire que tu vas le faire puis de pas le faire, là. Mais le mot-clé là-dedans, Julie, c'est quand tu le sais. Parce que la majorité des gens surestiment leur capacité de livrer des choses. La majorité des gens vont dire c'est facile, je vais mettre ça dans le chat GPT, je vais avoir les textes demain. Ah, il n'y a rien là, des GIFs, je vais aller sur Canva, puis je vais faire des GIFs animés. Ah, il n'y a rien là. Tout ça, c'est tellement facile, puis après ça, ben, ça donne le résultat que ça donne. Puis tu sais, le généraliste, pas le généraliste qui a comme toi qui a une vision globale, mais le généraliste qui fait tout. Mais moi, j'ai toujours dit que le problème, c'est que j'aime mieux que tu sois vraiment bon, comme t'excelles à 90% de ta capacité dans ce que tu vas me livrer, puis d'avoir 5 personnes que je paye, que de payer toi qui va tout faire, puis ça va tout être à refaire. Mais je pense que c'est souvent dans ce que tu dis, tu as 100% raison. Le problème, c'est que les gens, très souvent, surestiment leur capacité de livrer. Même moi, je le fais en passant. Je veux dire, le temps passe vite. Puis souvent, quand je fais mon agenda le dimanche soir pour ma semaine, j'anticipe des livraisons beaucoup plus rapides qu'à la fin. Finalement, c'est comme, oh mon Dieu, il me reste encore tout ça, puis on est jeudi. Tu sais, fait que déjà, si nous-mêmes, imagine-toi que les autres, qui n'ont pas d'expérience, qui commencent dans le domaine. Ouais. Comprendre nos limites, mais je pense que Julie Fournier, par rapport à ce que tu dis là, de bien l'inclure, c'est une des façons, mais j'ai l'impression que c'est une belle valeur ajoutée. Tant qu'à proposer des noms, ben aussi bien faire le travail en amont, faire les associations, les partenariats avec les bons collaborateurs, s'assurer de la qualité de leur travail, puis ensuite, c'est sûr qu'au début, ça prend un certain temps pour le faire, mais une fois que c'est fait, on est en mesure d'offrir une valeur ajoutée aux clients.
Donc, puis pas avoir de surprise sur des clés en main partielles, comme tu l'as dit. Voulez-vous ajouter une dernière chose par rapport à ce sujet-là? Parce que j'aimerais que ça, en terminant, dans la dernière thématique, qu'on parle de repositionnement. Donc, Euh, avant de changer, Moi, avez-vous j'ai quelque une chose à petite ajouter? chose que je voudrais Oui. ajouter, c'est quand on parle à nos solopreneurs, là, justement, là, tu sais, ayez pas peur d'aller faire les recherches, d'aller dans l'agence que vous engagez, de rencontrer, serrer les mains, savoir qui va faire quoi. Quand vous engagez une entreprise ou une agence comme ça, pour justement voir si on a les ressources nécessaires, parce que souvent, on parle au téléphone, on se fie à ce qu'il nous dit. Puis, puis quand on est solopreneur de nous-mêmes, ben, faut être ouvert à la critique, parce que des fois, justement, c'est quand je disais, on n'est peut-être pas aussi bon qu'on pense. Euh, on bloque la critique, mais des fois, c'est intéressant de savoir si les gens aiment vraiment. T'sais, allez gratter, voir si les gens aiment vraiment, puis que vous êtes bien spécialisé dans ce que vous pensez être spécialisé. Il n'y a rien de Merci. mieux que les Merci. collaborations. Quand on est ouvert à la critique puis à l'amélioration, l'autre personne peut nous donner un plus que par la suite, on peut revendre à d'autres. Puis ça vaut la peine de se frotter des fois avec les autres pour en sortir du bon. C'est vrai pour la collaboration, c'est vrai pour la coopétition. Moi puis Mathieu, on a souvent fait des appels, on a discuté LinkedIn avec Amocran, entre autres. Ça nous permet d'augmenter notre expertise respective. Donc, pour conclure en parlant du repositionnement, je pense que c'est important d'en parler parce que on se positionne d'abord. Déjà, je pense que le positionnement tend à évoluer dans le temps. Ça peut prendre un certain temps même avant de trouver notre bon positionnement. Une fois qu'on l'a trouvé, ce positionnement-là n'est pas nécessairement fixe, où il va peut-être être valide pour un certain temps, mais éventuellement, il va y avoir un besoin de se repositionner. Donc, j'ai envie de vous demander, vous autres, personnellement, avez-vous eu besoin de vous repositionner? Et si c'est le cas, quelles sont les raisons qui peuvent faire ou les éléments qui peuvent faire qu'on se dit, bon, OK, je pense que je serais dû pour me repositionner, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Mathieu, vas-y donc. Oh, t'es sur mute. J'ai eu à le faire régulièrement, même si j'ai été 16 ans au niveau de LinkedIn. Au début, c'était plus LinkedIn pour la recherche d'emploi, pour le recrutement. Après ça, LinkedIn a évolué. Les gens l'ont utilisé pour vendre des choses. Donc là, c'est plus développement des affaires, marketing. J'avais délaissé un peu les ressources humaines parce que il y avait plein de gens qui s'étaient positionnés comme experts là-dedans. Mais après ça, c'était la marque employeur. Dans le fond, moi, dès que c'était nouveau, c'est ça qui a fait que je suis resté parce que j'ai eu des doutes tout le long. Puis on avait parlé, ça fait peut-être 2, 3 ans que je mentionne que je quitte tranquillement LinkedIn, mais LinkedIn me ramasse régulièrement. Là, il y a tout le volet de l'intelligence artificielle. Moi, m'amène plein de questions sur le réseau. L'automatisation, c'est beau, puis l'influence, c'est beau, puis tout ça, mais le réseau, c'est une notion qui me tient très à cœur. Donc, je reste au niveau de LinkedIn. Puis cet été, j'avais lancé un nouveau projet avec des personnes. Le projet existe toujours, mais j'avais comme voulu vraiment laisser LinkedIn de côté. Puis ça a comme... pour les gens, on dirait que ça fonctionne pas dans leur tête. Fait que dans ce qui s'en vient prochainement, j'essaie plus de voir comment LinkedIn peut m'amener par là comme étant plus une direction qu'un changement 100% gauche-droite, là, tu sais, LinkedIn à autre chose. Fait que, je sais pas si ça répond un peu à ta question de Tu veux repositionnement, là. bifurquer un peu. Ben, je trouve ça intéressant parce que ce que tu as mentionné, c'est que le niveau de concurrence, des fois, peut faire qu'on y a un besoin de se positionner. Si on réalise qu'on est en train de se transformer en commodité parce qu'il y a trop d'offres concurrentes identiques à la nôtre, ça fait une pression sur le prix. Des fois, ça peut être une des Ouais. raisons. Moi, c'est souvent l'ennui. Tu sais, le multipotentiel, quand il est rendu au bout, là, il n'y a rien d'intéressant. Tu sais, LinkedIn en soi évolue, mais pas tant que ça. Moi, ce que j'aimais, c'était les entreprises. Chaque entreprise était différente, donc on pouvait faire des choses différentes. Mais là, quand t'en fais plein, t'es rendu à 100, 200, 300, 500 entreprises. Là, ça commence à être toujours pas mal la même affaire. Fait que, moi, ça me prend de la nouveauté, là. Ça peut être juste l'ennui qui fait que j'ai le goût de sacrer mon camp ailleurs. Donc, toi, c'est l'ennui qui est le driver. Je pense que ça peut être aussi des concepts nouveaux qui émergent dans le marché. Dans ce que tu as dit, l'intelligence artificielle, la marque employeur, des fois, ça peut Ouais. être des opportunités à saisir. Qui avait commencé à parler, Julie Fournier?
Oui, mais en fait, moi, j'ai comme deux concepts de repositionnement, là, comme un repositionnement doux qu'on fait un petit peu tout le temps, dans le sens qu'on est tout le temps un petit peu en train d'ajuster nos offres, de les adapter un petit peu, puis c'est comme juste des petits micro-changements qui s'accumulent, puis il y a des gros repositionnements où est-ce qu'on prend vraiment de façon intentionnelle une nouvelle direction totalement. Puis ça, ben, pour moi, ça m'est arrivé pour cause d'ennui aussi, mais ça m'est arrivé aussi pour cause de juste changement de marché. Parce que je m'étais positionnée dans le réseau de la santé. J'ai eu vraiment plein de travail au début de la COVID. Puis vers la fin de la COVID, le réseau de la santé était essoufflé, il était épuisé. Il était plus capable de faire des projets. Puis il a fallu que je me positionne dans un autre marché. Puis ça, c'est un repositionnement que j'ai pas 100% décidé, mais que je suis vraiment contente d'avoir fait. Parce que, ben, justement, tu sais, en découvrant des nouveaux domaines ou en revenant dans des domaines que j'avais pas touchés depuis longtemps, ben, j'ai retrouvé justement, tu sais, c'est ce qui m'amuse puis ce qui m'allume puis le fait de, tu sais, d'explorer des nouvelles choses puis d'aller faire des nouveaux projets, là, totalement différents. Donc, des fois, on le subit, puis des fois, on le décide, là, notre positionnement, mais on finit jamais vraiment de se repositionner parce que tout change autour de nous, là. À chaque mois, à chaque année, tout change. On peut pas juste se dire, je me suis positionné, c'est fait, j'y touche plus. Ça marche pas comme ça. Puis je pense que pour durer, il faut être capable justement d'avoir cette vision-là que ben, on va jamais arrêter de travailler dessus. Jamais, jamais, jamais. Puis chaque nouvelle communication qu'on fait, soit elle clarifie notre positionnement, elle nous le met un petit peu à côté parce qu'on parle de quelque chose de nouveau. Euh, Chaque nouvelle offre qu'on fait, chaque nouveau lancement, ça influence la façon dont on est perçu, puis la façon dont on est positionné, hein. Très intéressant. Donc, tu as toujours itéré pour s'assurer de se coller le mieux possible aux besoins du marché. Je pense que ça, c'est essentiel. Mais des fois, on a besoin de faire un pivot pour des raisons qui sont des fois hors de notre contrôle ou des fois par des découvertes qu'on fait au fur et à mesure qu'on apprend à connaître davantage le marché, nos clients, etc. Est-ce que quelqu'un veut rebondir là-dessus? Julie, vas-y. Ben, moi, je me suis souvent repositionnée, mais tout le temps à coup de 1, 2, 3 degrés à la fois. Les premières années, j'étais beaucoup dans le faire pour les gens. Puis à un moment donné, je me suis repositionnée parce que j'étais tannée de faire toujours la même chose. Tu sais, j'ai fait 20 ans d'entreprise avant. Là, après une couple d'années à mon compte, j'étais tannée de faire la même chose. Fait que je me suis repositionnée dans je le fais plus, mais je forme. Puis après ça, je suis passée après un an, oups, là, j'ajoute former, ça a comme été ma transition à conseiller. Puis là, c'est comme, je pense, entrer bien dans la tête des gens que c'est le conseil. J'ai même changé l'URL de mon site web pour que ce soit clair. julierochonconseil.com, that's it. On peut pas, il n'y a plus d'ambiguïté là-dessus. Puis au niveau de l'expertise, moi, je suis toujours restée dans la même chose, mais c'est sûr qu'au début, c'était visibilité web. Puis là, je parle de positionnement, d'offres, mais c'est parce que j'ai réalisé au fil des ans qu'à chaque personne que j'aidais pour ses réseaux sociaux, toutes les choses qu'elle faisait sur le web, ben, veux pas, je travaillais quand même le positionnement puis les offres. À un moment donné, je me suis dit, ben, coudonc, je vais le nommer. Puis c'est là que j'ai vu que les gens étaient complètement perdus là-dedans. Euh, mais tu sais, moi, sincèrement, est-ce que je vais encore faire ça dans 10 ans? J'ai aucune idée. Moi, je me laisse porter par ce qui me tente. Mais d'un autre côté, il y a aussi la situation. Ma clientèle principale, c'est des travailleurs autonomes qui présentement l'ont pas facile avec la situation économique et tout ça. Fait que là, ça m'a comme, veux pas, j'ai connu une diminution de clients, tu sais, c'est comme pas mal de monde. Fait que là, je me suis dit, bon, OK, qu'est-ce que je pourrais faire qui est hors solopreneur?
Mais avant le début de la pandémie, je faisais de la consultation en communication pour des OBNL, pour des entreprises. Fait que là, tranquillement, je suis en train de remettre ça aussi sur la map, mais ça va venir me donner le fameux mal de tête de j'ai deux clientèles à qui m'adresser qui n'ont pas nécessairement le même besoin et pour lesquels je ne ferai pas du tout la même chose. Là, ça devient difficile au niveau de la com. Yes, mais tu sais, j'aime les challenges, fait que... Ça vient difficile, mais moi, ce que j'ai fait, en fait, pour éviter ça, c'est que mes canaux d'acquisition sont différents. Ouais. Ma présence en ligne, c'est pour que ça soit simple. Les gens me trouvent via mon site web ou via LinkedIn ou via des références. Donc, ça, c'est réglé. Tout ce qui est les autres projets que je fais, que c'est plus planification stratégique, essayer de comprendre des situations complexes et tout ça, c'est via des gens dans mon réseau. Si eux ont un client, ils pensent à moi, on travaille ensemble, j'en parle pas. Ça se fait naturellement. Fait qu'en faisant ça comme ça, pour moi, c'est devenu simple. Même quelqu'un qui dit, ah, tu pourrais peut-être m'aider, ben, regarde peut-être avec cette personne-là. Puis si elle veut embarquer dans le projet, je vais le faire. Parce qu'en plus, j'ai amené le volet que j'aime ça m'amuser dans ces projets-là. Donc, nécessairement, je veux pas le faire tout seul, là, je veux le faire avec quelqu'un d'autre. Ok, intéressant. Quelqu'un veut rebondir? Ben, moi, je peux parler de mes réinventions, là. Je suis pas mal le roi de la réinvention. J'ai toujours, j'ai toujours eu mon volet comme ma carrière principale, qui est consultant, conseiller, stratège, maintenant qui a bifurqué vers l'entrepreneuriat et non juste le marketing. Puis la raison, ben, c'est justement ça, c'est que j'ai toujours eu beaucoup d'entreprises. Puis donc, j'ai pas à me réinventer dans le sens strict du terme au niveau de ma carrière parce que j'ouvre une entreprise ou j'achète une entreprise. Donc, tu sais, à un moment donné, j'avais une imprimerie commerciale, une agence web, une boîte de production vidéo photo. Puis chacun avait son associé, puis gérait. Tu sais, mon besoin de me réinventer il était comblé par l'acquisition puis le développement de nouvelles entreprises. Puis moi aussi, je suis challenge driven. Je le dis souvent dans mes, toutes mes communications. Je suis challenge driven, ce qui veut dire que j'ai un cycle de patience de 5 ans. Fait que si quelque chose, si une entreprise que je développe dure plus que 5 ans, je la vends, je la donne, il y a quelque chose qui va arriver. Right? Mais tout ce qui est consultation est resté tout au long. Depuis, tu sais, j'ai commencé à faire de la consultation en 95. Ça, oui, quand je suis parti de chez Kaizen Stratégie. Puis j'ai développé des entreprises en ça. Fait que ce qui fait mon expertise maintenant comme conseiller, moi je suis comme le petit diable qui a sur l'épaule de l'entrepreneur là, qui dit il y a un mur, il y a un mur, il y a un mur. Mais ce qui me fait mon expertise, c'est justement d'avoir développé toutes ces entreprises-là, de me péter la gueule dans ces entreprises-là, comprendre les scénarios, avoir eu 300 employés, avoir eu 5 employés, avoir été tout seul comme solopreneur. Fait que c'est ce qui m'a permis en fait là, de pas avoir à me repositionner dans ma carrière principale, à part une fois qui est maintenant, il y a 4 ans, quand je suis devenu plus conseiller aux entrepreneurs, mentor. Mais le reste du temps, ben, au lieu de me repositionner, ben, je partais à quelque chose de nouveau. Je sais pas si ça l'explique un peu, là, mais c'est ça. Ben, c'est intéressant de faire la distinction entre le besoin de se repositionner lorsqu'on est solopreneur par rapport aux clientèles qu'on va servir, particulièrement dans le domaine du service, et le fait de lancer des entreprises où là, chaque entreprise a son propre positionnement et chacune de ces entités-là pourrait avoir besoin d'un repositionnement éventuel, mais on pourrait dire que ça ne touche pas directement en tant que ton rôle de conseiller ou ton rôle de... Exact. Mais tu sais, David, il y a aussi, là, on parle de nous en tant que carriéristes, mais il y a le positionnement au niveau du marketing, comme par exemple mes capsules web sur TikTok. Là, je me repositionne parce que j'ai réalisé que c'est trop professionnel. Les gens adhèrent pas. Ben, ils adhèrent, ils aiment ça, mais c'est beaucoup trop professionnel. C'est trop en studio, l'éclairage est trop parfait, tout est trop parfait. C'est pas assez naturel, right? Et là, je vais me repositionner dans ma communication par rapport à ça. Au niveau du marketing, si t'es pas en constante évolution, ben, puis que t'es pas à l'écoute de ce qui se passe autour de toi, ben, c'est sûr que tu vas stagner ou tu vas planter. Puis, comme vous disiez, la demande est là. Là, on tombe dans un marché économique qui va être foudroyant. Là, on est en haut de la pente descendante, là, on n'est pas en bas de la pente descendante. Fait que ça, il va falloir s'adapter. Notre message, il va falloir qu'il s'adapte aussi.
il va falloir se repositionner dans ce marché-là, qu'on le veuille ou non. Puis ça, c'est tout le monde, là. C'est le gars qui vend de la viande, comme le coiffeur, comme le barbier qui chargeait 58$ pour une coupe de clipper. Il va falloir qu'il repense là, à son 58$. Là. Ben, puis même, tu sais, on l'a vu pendant la pandémie, puis là, je pense un peu, ça va être pas la même chose, mais c'est ceux qui vont être capables de s'adapter puis de surfer un peu sur la vague qui vont réussir à passer à travers. Tu sais, en tout cas, je vois des affaires dans le milieu du web, là, tu sais, écrire une page de vente puis ça coûte 3000$ à faire, puis je veux dire, oui, c'est bien, mais il y a un moment où faut peut-être revisiter dans nos offres, sans que ça affecte nécessairement le positionnement, tu sais, l'impact, la perception que les gens ont de nous, mais comment est-ce qu'on peut transformer ce qu'on offre pour continuer à répondre aux besoins parce que notre client, sa situation, elle change. Si je continue à charger, je sais pas combien de milliers de dollars pour ça, pour quelque chose, puis que mon client, il les a plus, les fonds, il comprend l'importance, mais il l'a plus, ben, je viens pas diminuer ma valeur, mais je viens juste comme me coller à la situation pour mieux repartir après À quand sa mon client réalité. aussi, ça va repartir, là. Exactement. Puis, tu sais, Mm. se positionner sur aussi la clientèle qu'on vise. On peut changer notre démographique de clientèle aussi. Tu sais, je veux travailler un peu moins d'heures, puis je vais aller chercher une clientèle qui a plus les reins solides, puis avec qui je peux amener tu sais, genre moins de clients. Ça va être plus dur à être prospecté, mais ça va me rapporter plus par client, puis je vais pouvoir travailler un peu moins fort, puis avoir des heures pour moi. Tu sais. Mais aussi, c'est que le même prix pour une page de vente, là, quand l'économie va bien, charger 3000$ pour une page de vente, ben, peut-être que ça vaut la peine parce que l'économie va bien puis ton client va faire beaucoup de ventes. Charger le même prix quand l'économie va mal, ben, ça envoie un autre message. Même si c'est exactement le même prix pour le même service, ça envoie un autre message puis ça fait en sorte qu'il y a une perception différente. C'est un bon Ah, point à considérer, Julie, parce que si dans le cadre d'une page de vente, le client est en croissance économique, ça va bien, puis ta page de vente va lui générer 100 000 pièces de revenus, et que dans un down économique, ça lui génère 10 000, ben c'est sûr que la perception de valeur sera pas la même. C'est un bon exemple, particulièrement dans le cadre du copywriting, parce que le résultat est facilement mesurable. Tu sais, c'est facile à mesurer. Super intéressant. Donc, peut-être avant de conclure, José, j'ai vu que Sophie vient de se déconnecter. José, de ton côté, est-ce que tu as des questions, des commentaires par rapport à la discussion d'aujourd'hui? Non, mais vous étiez très intéressant, par exemple. C'est ça, ça alimente ma réflexion et tout ça, parce que moi aussi, un peu comme tout le monde, je fais des micro-repositionnements et tout ça. Puis, je suis justement dans ça, là, présentement, là, pour ce qui va venir pour 2024. Donc, ça a été très éclairant. Merci beaucoup, à vous tous et toutes. Super, merci beaucoup. Ben, pour conclure, j'ai envie de faire un petit tour de table, que vous peut-être vous partagiez un élément le plus important pour vous, quelque chose qui serait à retenir, si on avait quelque chose à retenir par rapport à la conversation d'aujourd'hui ou quelque chose que vous considérez comme essentiel lorsqu'on a à se positionner ou à se repositionner, qu'est-ce qu'on doit retenir là, de la conversation d'aujourd'hui? On va commencer avec Julie Rochon. Ah, Mathieu, Alors, Mathieu, voici t'as levé Mathieu, ta il va main? réfléchir. Ben, Ben moi, oui. j'avais le flash. Ben, je- voyons, ça sort pas. Partez avec la question suivante. Est-ce que vous grichez? Est-ce que vous avez un signal clair? Je pense que c'est la question à se poser. Moins qu'il est clair, moins qu'il y a des gens qui peuvent l'écouter, votre message. Donc, c'est en lien C'était avec le ma... message, d'avoir un message qui est clair. Bon, moi, je pense que j'irai avec, ben, je vais revenir avec ce qu'on disait au début avec Ghislain, avec l'offre. C'est que si les appels découvertes ou de connexion ou autres, là, comment vous les appelez, ne convertissent pas, posez-vous la question pourquoi? Est-ce que c'est parce que vous attirez les mauvaises personnes? Est-ce que c'est parce que le signal que vous envoyez, il est pas assez clair, justement? Ou est-ce que c'est parce que votre service est trop niché ou beaucoup trop large par rapport aux besoins de votre clientèle? Ça, c'est vraiment quelque chose. Puis oui, on veut faire quelque chose qu'on aime dans la vie, mais si ça répond aux besoins de personne, on n'est pas plus avancé. Super. Ghislain, de ton côté?
Oh là là. Faites votre plan d'affaires. C'est pas vrai que c'est pas essentiel. Faites votre plan d'affaires, faites votre plan d'affaires, faites votre plan d'affaires. Parce que ça inclut tous ces volets-là. Et ça va vous aider à vous positionner adéquatement. Vous n'êtes pas obligé de faire le pro forma d'un plan d'affaires fait par la BDC, mais vous devez vous faire au moins un plan d'affaires, griffonner sur un papier, aller faire vos recherches, puis ça va vous permettre d'aller chercher tous ces éléments-là, puis engager les conseillers qui sont ici pour les bonnes choses, parce que vous voulez savoir c'est quoi le service, la démographique, c'est quoi la compétition qui est là. Faites votre plan d'affaires. Et Julie Fournier? Ben, moi, je dirais, faites des tests, regardez les résultats, puis ajustez-vous, là. C'est la seule C'est tout? façon de savoir que ça Ça marche. me ramène ça me ramène au début quand tu me dis si tu poses une question fermée, je vais te donner une réponse fermée. Ça va, Julie? Oui. Super. Ben, merci beaucoup à tous. Je voulais faire une synthèse de la discussion, mais c'était une discussion tellement riche que je vais pas me lancer dans une synthèse de tout ce qui a été dit. C'était vraiment, vraiment très intéressant. Euh, Je ah, l'ai Julie a lu, déjà la son... synthèse. Wow, donc voilà. Je vais te Si tu veux... l'envoyer. Je vais te Ouais, l'envoyer fais-moi en une photo. photo, envoie-le-moi, puis je vais pouvoir le joindre dans les show notes. Donc, je vous Je vais te remercie. recommander, Julie, c'est sûr. On va travailler ensemble, c'est certain. Ben, je pourrais Donc, dire ça à vous tous, en fait. excellent. Fait que bon, il y a peut-être une première collaboration qui va émaner des tables de discussion dans Pierre Solo. Donc, merci beaucoup. Merci d'avoir été là, d'avoir partagé votre expertise avec générosité. C'est super apprécié. Je parle pour moi, mais aussi pour tous ceux qui vont en bénéficier. Donc, à tous, je vous donne rendez-vous pour la prochaine table de discussion dans 2 semaines. Merci beaucoup. Bye bye.